Le président de la République Alassane Ouattara a été honoré à l'occasion de sa participation à la 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le prix Africa American Institute 2014 lui a été décerné par la Fondation Africa American Institute. Le groupe de la Banque mondiale a une rencontre d'échange avec les députés à l'Assemblée nationale. Cette rencontre de travail s'inscrit dans le cadre des consultations initiées depuis le 10 septembre par cette institution financière internationale. L'épidémie de fièvre hémorragique Ebola a franchi le cap des 3000 morts, le virus ayant tué près de la moitié des quelques 6500 personnes infectées, selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Pour le magazine de ce dimanche, nous allons recevoir le professeur Abdoulaye Ouattara. Il est agrégé de gestion. Il enseigne à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Il est spécialiste en marketing et en action commerciale. Spécialiste en gestion, il fera des propositions pour lutter contre la vie chère. Et ce sera dans quelques minutes. Restez avec nous. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RT1. Nous émettons à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, a été honoré à l'occasion de sa participation à la 69e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Le prix Africa American Institute 2014 lui a été décerné par la Fondation Africa American Institute. Jérôme Kofi Abolin. Gotham Hall, 1356 Broadway, 36e rue, New York, lieu choisi pour la cérémonie de distinction au président de la République, Alassane Ouattara. Aux environs de 20h, heure locale, comme prévu, le chef de l'État y est arrivé avec à ses côtés son épouse Dominique Ouattara, des membres de son cabinet et des membres du gouvernement composant la délégation ivoirienne pour la 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Pour accueillir le président Alassane Ouattara, d'abord, un standing ovation suivi de l'abidjanaise. Cérémonie à l'actif de la Fondation Africa America Institute à l'occasion de son 30e gala, la Fondation, en décernant le prix EEI 2014 au président Alassane Ouattara, entend lui rendre hommage pour ses nombreuses actions pour le progrès de la Côte d'Ivoire. Un tel geste, le chef de l'État ne pouvait pas y être indifférent. I'm grateful to the African American Institute. Le président de la République, heureux, il a exprimé sa gratitude à la Fondation et tous ses membres pour avoir porté leur choix sur sa personne. La soirée, avec l'ambiance festive qui l'a caractérisée, a duré pendant environ 2 heures d'horloge. Elle a surtout été marquée par la prestation de l'artiste sud-africaine Yvonne Chaka Chaka. À marge de la 69e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, un dîner d'affaires a été offert à l'honneur du président de la République Alassane Ouattara. Et c'est une initiative du Corporate Council on Africa. Et nous allons rester avec notre envoyé spécial, Jérôme Kofi Abolin. Cette soirée a été une occasion en vue de la présentation d'un film institutionnel du CPC sur les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a présenté ces opportunités en mettant l'accent sur les ouvertures au niveau de l'or, du nickel, du manganèse, du café et du cacao, pour ne citer que ces secteurs-là. Le président de la République a saisi l'occasion pour parler de la réconciliation nationale. Il a indiqué que le dialogue reste ouvert à l'opposition. Le président Alassane Ouattara a aussi évoqué son alliance avec le président Bédié. Pour lui, ce soutien est une garantie pour sa réélection en 2015. Revenons en Côte d'Ivoire. Le groupe de la Banque mondiale a eu une rencontre d'échange avec les députés à l'Assemblée nationale. Cette rencontre de travail s'inscrit dans le cadre des consultations initiées depuis le 10 septembre par cette institution financière internationale pour connaître les nouveaux défis de développement de la Côte d'Ivoire. Léon Broukouabé. 750 millions de dollars, l'équivalent de 375 milliards de francs CFA, c'est le volume d'aide du groupe de la Banque mondiale à la Côte d'Ivoire pour les 3 années prochaines.
à la délégation de l'institution financière venue recueillir les domaines prioritaires de développement, les présidents de commissions et de groupes parlementaires ont expliqué les attentes des populations. Routes, eau potable, électricité, santé, éducation, formation, emploi jeunes. À la tête de ces priorités, la question du foncier. La Côte d'Ivoire dispose d'une loi et se donne les moyens d'appliquer ces lois. La Banque mondiale, sur les questions foncières, travaille dans beaucoup de pays. Nous accompagnons donc la Côte d'Ivoire déjà pour faire en sorte que la question foncière ne soit pas une source de conflit, mais que ça soit une solution au développement. Cette séance de travail avec les députés, toujours selon la Banque mondiale, est d'importance vu que les parlementaires ont le privilège d'être en contact avec les populations, en plus d'exercer le contrôle de l'action gouvernementale et de voter les lois de finances où s'inscrivent les aides des partenaires au développement. Elle intervient dans le prolongement des consultations de l'institution pour préparer son nouveau partenariat avec la Côte d'Ivoire, le dernier d'une enveloppe globale de 1,5 milliard de dollars, soit 750 milliards de francs CFA, ayant déjà expiré. Autre sujet, la bourse de sous-traitance et de partenariat de Côte d'Ivoire veut aider les entreprises du bâtiment et du secteur des travaux publics à être plus compétitives. Elle a formé les responsables de ces entreprises pour mieux aborder les offres sur le marché public. Serge Colliard. Les entreprises locales du bâtiment et des travaux publics rencontrent d'énormes difficultés dans le secteur. Elles sont notamment confrontées à un problème de préfinancement des travaux. De nombreuses structures du bâtiment se disent lésées dans les passations de marchés publics. Pour aider ces entreprises à être plus compétitives, la bourse de sous-traitance veut mettre en place le label BSTP. Il s'agit, a indiqué le directeur de la bourse de sous-traitance et des partenariats de Côte d'Ivoire, Konaté Amael, de renforcer les capacités des professionnels afin d'avoir des sociétés solides et compétitives capables de faire face aux défis de l'émergence. Lorsqu'on élabore un label qui doit former ces entrepreneurs, qui doit les qualifier, qui doit permettre de maîtriser leur secteur d'activité ou leur métier, alors il s'impose en ce moment-là l'ouverture des marchés. Et quand on a la compétence, dès que le marché est ouvert, il y a une confiance qui naît, que ce label il sera connu même au niveau même de certaines banques avec lesquelles nous allons travailler pour que le préfinancement de certains marchés soit assez aisé pour que ces entreprises travaillent de façon normale. Cette formation vient à point nommé. Elle va rendre crédibles les entreprises participantes. Elle permettra surtout d'être évaluées sur des marchés. La bourse de sous-traitance et de partenariat de Côte d'Ivoire existe depuis 1997. Elle a entre autres objectifs de contribuer à une meilleure productivité des entreprises, aider à l'amélioration de la qualité et favoriser les courants d'échange en Côte d'Ivoire et à l'international. Le rideau s'est refermé sur la première conférence internationale sur le thon. Cette conférence a réuni plusieurs experts européens et africains. Éric Goré, Serge Gangomer. Comment faire pour mieux collaborer entre les pays africains et européens pour la protection du poisson-thon dans leurs eaux? Quelle est l'importance des relations nord-sud et sud-sud sur la pêche durable? C'est autour de ces questions que s'est tenue cette première conférence sur le thon à Abidjan. Les organisateurs pensent avoir réussi le pari. Il y a eu un très très grand succès. J'ai reçu que des compliments sur la façon dont nous avions travaillé et le ministre a bien résumé quels étaient les thèmes principaux. C'était extrêmement réussi et la qualité de l'accueil, je renouvelle les vice-remerciements. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a été très chaleureux et tout de suite les gens se sentent bien pour travailler correctement. La ministre ghanéenne chargée de la pêche a soutenu que la protection de nos ressources profitera à plusieurs générations. Pour Kobena Kwasi Adjoumani, ministre des Ressources animales et halieutiques, les pays développés doivent aider les Africains à combattre la pêche illicite. Il a invité les participants à découvrir le garba, nourriture prisée des Ivoiriens constituée d'atiéké et de poisson-thon. C'est d'abord nous mettre ensemble pour une gestion durable de nos ressources. Parce que quand les stocks sont épuisés à cause des surpêches, rien ne peut tenir. Donc il faut de façon modérée opérer des pêches
de sorte qu'il y ait dans nos eaux toujours de la disponibilité. Vous savez, le garba, c'est le couscous d'Atieke, mais en réalité, ce qui est prisé dans la consommation du garba, c'est le thon. Je conseille que tout le monde consomme du garba, mais du garba amélioré. Cette conférence a réuni plus de 25 pays. Une exposition des produits à base de thon a meublé la conférence. Pour une meilleure gestion des crises survenues en Côte d'Ivoire de 1990 à 2011, les présentateurs en langue nationale et animateurs de radio de proximité viennent de suivre une formation. Formation initiée par la CDVR, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Elle a porté sur la restauration de la cohésion sociale, le pardon et la paix. Cela dans le cadre des audiences publiques initiées par la CDVR. Honorine Agnigori. Les audiences publiques initiées par la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation ont repris depuis le mois de septembre. Objectif, identifier les victimes des guerres afin qu'elles soient dédommagées. Les présentateurs en langue nationale et les animateurs des radios de proximité ont été sensibilisés sur la question pour mieux relayer l'information de la reprise de ces audiences. Le président Bani a autorisé que 6 centres puisse s'ouvrir à partir d'aujourd'hui même pour que les retardataires, le chef de l'État a dit qu'un fonds spécial sera mis en place pour prendre en compte les réparations au profit des victimes. Le chef de l'État a indiqué qu'il attendait la liste de la CDVR. Donc, il faut pouvoir être sur la liste de la CDVR. Et le message est bien perçu par les apprenants. Nous, en tant que relais, nous allons au niveau des canaux d'information que sont la télévision et la radio, expliquer à nos parents qu'il faut qu'ils viennent à ces audiences publiques-là pour que nous allons véritablement à la réconciliation. La CDVR réellement est en train de travailler. On va encore expliquer à nos parents, on va encore amener nos parents à désarmer leur cœur. La Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation a pour objectif, entre autres, de rechercher la vérité et situer les responsabilités sur les événements sociaux, politiques nationaux, passés et récents. Pour réussir cette mission, l'aide des victimes de guerre est plus que nécessaire. Des responsables du groupe de suivi et de contrôle du Fonds de soutien de développement de la presse viennent d'effectuer une visite dans plusieurs localités du nord de la Côte d'Ivoire. Objectif, faire l'état des lieux des fonds alloués aux radios de proximité et s'imprégner de leurs difficultés. Thérèse Tapeyoboué. Ferkesedougou, Wangolodougou, Diawala, Bundiali, Tengrela, Korogo sont entre autres les localités visitées par la mission de suivi et de contrôle du Fonds de soutien et de développement de la presse. Dans ces localités, Bernice Nguessan, directeur exécutif du Fonds, et sa délégation ont échangé avec les responsables et animateurs des radios de proximité. Dans le cadre de nos financements, nous faisons des visites aux entreprises bénéficiaires du Fonds de soutien et de développement de la presse. Donc nous sommes venus voir les radios qui sont à l'intérieur du pays pour voir un peu quels sont leurs besoins, dans quelles conditions elles travaillent, recueillir leurs avis sur les soutiens qui leur sont apportés et nous également aller rendre compte des appuis que nous avons faits à notre hiérarchie pour leur dire que les appuis effectivement sont bien arrivés auprès des bénéficiaires. Les animateurs et les responsables de radio ont fait part de leurs difficultés. Nous rencontrons beaucoup de difficultés d'ordre financier, des difficultés de formation, surtout le personnel. En tant qu'animateur, il y a des notions au niveau de l'animation que nous devons connaître. Au niveau des reportages, nos techniciens ils ont besoin de formation. Le Fonds de soutien et de développement de la presse est un établissement public administratif. Il est placé sous la tutelle technique et administrative des ministères de la communication, de l'économie et des finances. Il a pour mission de financer des entreprises privées de presse et de communication audiovisuelle, ainsi que des organisations professionnelles du secteur des médias privés. Ce dimanche 28 septembre, c'est la journée mondiale contre la rage. La rage, il faut le rappeler, est mortelle à 100% et elle touche environ 60 000 personnes dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé
OMS. C'est une maladie transmise de l'animal à l'homme. En Côte d'Ivoire, l'accent est mis sur la sensibilisation contre cette maladie. L'épidémie de fièvre hémorragique Ebola a franchi le cap des 3000 morts. Le virus ayant tué près de la moitié des quelques 6500 personnes infectées selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle a organisé sa traditionnelle réunion de rentrée scolaire. La bonne gouvernance des établissements pour une formation de qualité est le thème retenu pour cette rentrée scolaire 2014-2015. Christelle Nda, Francois-Dio. Réunion de rentrée des acteurs des filières professionnelles. Une rencontre pour faire le bilan et lancer la vision pour la session 2014 à 2015. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso, veut cette année miser sur la bonne gouvernance des établissements pour une formation de qualité et un emploi assuré, thème d'ailleurs retenu pour cette rentrée scolaire dans la formation professionnelle. La formation aide à l'emploi, mais on peut aussi avoir un emploi et continuer à se former, d'où la formation continue. Nous avons là un dispositif qui tient compte également de tout cela. Un pays émergent n'a pas le droit d'avoir des carences dans un certain nombre d'activités majeures de l'économie. Pour l'année scolaire 2014 à 2015, plusieurs réformes envisagées dans la détermination des profils d'emploi. Qu'il nous faut, ici, toujours avec le secteur privé, introduire les curricula qui seront validés par le secteur privé avec le gouvernement. L'utilisation de la technologie numérique et la régularisation de la situation administrative, sans oublier l'amélioration des conditions de travail, quelques assurances faites par le ministre Dosso Moussa en présence de ses partenaires du secteur privé. Et actualité oblige, cette rencontre a aussi permis le lancement de l'opération de sensibilisation contre le virus Ebola dans les établissements de formation professionnelle. L'association des Sœurs Unies de Port-Boué et l'organisation non gouvernementale Mouvement Ivoirien pour le suivi du droit à l'éducation offrent des kits scolaires aux enfants défavorisés de Gonzague-Ville. Ce don a été fait dans le but d'apporter un ouf de soulagement aux enfants de ce quartier précaire de la commune de Port-Boué. Les populations du district d'Abidjan ont été surprises ce matin aux environs de 10 heures par une grève spontanée des chauffeurs de minicar appelés communément Gbaka et leurs apprentis. Ils accusent les syndicats de leur corporation appelée communément Nyamboro d'être à l'origine du décès d'un apprenti Gbaka qui aurait refusé de remettre la somme de 100 francs CFA à un Nyamboro, appellation de ces syndicalistes. En colère, les chauffeurs de Gbaka et leurs apprentis ont décidé de bloquer la circulation au niveau du pont ferraille d'Adjamé, empêchant ainsi les autres usagers de circuler. Et nous aurons ce soir à 20h le reportage de Koné Parga-Soro. Une réunion de concertation des ministres du Bénin, du Sénégal et du Congo-Brazzaville initiée par Côte d'Ivoire Tourisme dans le cadre du Salon Top Reza de Paris a eu lieu à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris en France. Objectif, fédérer les efforts des États africains afin de promouvoir le tourisme en Afrique. Patricia Omouetia, envoyée spéciale de RT1 à Paris en France. Journée chargée pour le ministre du Tourisme Roger Kakou. En marge du Salon du Tourisme de Paris, le ministre a reçu ses homologues du Bénin, du Sénégal et du Congo-Brazzaville au cours d'une rencontre de concertation. Le but est de plancher sur le tourisme en Afrique, une cause commune selon ses homologues. En fin d'après-midi, le ministre a répondu aux questions de la presse française au cours d'une conférence de presse. Plusieurs aspects concernant la promotion du secteur ont été évoqués. Le président du Conseil régional du Sud Comoé était présent au salon Top Reza pour développer et promouvoir le tourisme intérieur. Le Salon international du tourisme de Paris est l'occasion pour la Côte d'Ivoire de se repositionner sur l'échiquier touristique international.
Revenant en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de la Palestine en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Il a offert à l'hôtel Tiama au Plateau un dîner d'adieu à ses amis et personnalités ivoiriennes. Un témoin, Maïsako. Un toast en l'honneur de l'ambassadeur de la Palestine en Côte d'Ivoire. En fin de mission dans le pays, son Excellence Awad Yaklef a convié des proches, amis et personnalités à un dîner, une façon pour lui de faire ses adieux à la Côte d'Ivoire dont il garde de beaux souvenirs. Tout d'abord, la nature de mes frères et sœurs ivoiriens, qui est d'une nature apaisée et pacifiste. La richesse de la Côte d'Ivoire, que Dieu a gâtée avec une nature magnifique. Le troisième, j'ai vu les réincarnations dans ma chair de l'hymne national ivoirien, qui est terre d'asile et d'hospitalité. Son entourage, en particulier dans le milieu diplomatique, retient de lui sa bonne humeur et sa joie de vivre, son militantisme pour son pays, la Palestine. Notre cher collègue est naturellement porté à établir des relations amicales avec toutes les personnes qu'il rencontre. L'ambassadeur Awad Yaklef a commencé très jeune son militantisme dans l'OLP. Son engagement politique en faveur du peuple palestinien lui a donné d'entreprendre l'aventure diplomatique qui l'a porté jusqu'à Abidjan. Avec l'ambassadeur de Turquie et de Suisse, il est le troisième et dernier ambassadeur qui a vécu la crise en Côte d'Ivoire avec nous. Et durant cette crise post-électorale, l'ambassadeur de Palestine a vu sa résidence accueillir beaucoup de nos compatriotes en détresse. C'est en 2006 que son Excellence Awad Yaklef a été nommé ambassadeur de la Palestine en Côte d'Ivoire. Durant l'exercice de sa fonction, il a mené des actions, notamment au plan social. Au nom de ses pairs arabes accrédités en Côte d'Ivoire, il a procédé en 2012 à la remise de dons en vivres et non-vivres, s'élevant à près de 65 millions de francs CFA aux populations de l'Ouest durement éprouvées par la crise post-électorale. Ouvrons la page religion de cette édition à présent et commençons par la 8e convention de la mission pentecôtiste internationale qui s'est déroulée à San Pedro. Thérèse Tapeyoboué. La 8e convention nationale de la mission pentecôtiste internationale a duré 3 jours. À l'ouverture de cette convention, le président de l'Église, Jean-Marie Kossa, a rappelé aux différents membres leur rôle pour mieux marcher avec Jésus-Christ. Il a également appelé les chrétiens à réellement compter sur Dieu. Cette 8e convention a été marquée par la consécration de 8 pasteurs. C'est une grande joie pour moi, je suis ému de compassion et je crois qu'à partir de ce jour, tout va changer dans ma vie parce que Dieu lui-même, il avait déjà révélé ça à ses serviteurs, à ses servantes. Et je crois et j'ai foi qu'à partir de ce jour, mon foyer va changer et l'avancement de l'œuvre va accélérer pour que les brebis qui étaient cachées quelque part, je les ramène à Dieu et le travail de Dieu va s'avancer. 23 autres personnes ont été consacrées prédicateurs au sein de la mission pentecôtiste internationale. Autre sujet religieux, 18 nouveaux pasteurs de l'église méthodiste unis ont été ordonnés. Ils ont été formés à l'Institut biblique et théologique Vision Afrique de San Pedro. Mamadou Kwasi. Après 8 mois de formation intense en théologie, ils ont été jugés aptes à servir le Seigneur. Les 18 étudiants, dont 12 pasteurs et 6 laïcs de l'Institut biblique et de théologie Vision Afrique de San Pedro ont été ordonnés par le pasteur Eric Anan de Two Witness Ministry Ghana Togo, faisant d'eux des serviteurs officiels du Seigneur. Baptisés Vie Abondante, la promotion a été invitée à la persévérance dans les services rendus au Seigneur et dans la guidance du peuple de Dieu. Ils ont été exhortés par les différents intervenants à sillonner tous les villages et hameaux de la région de San Pedro pour prôner la bonne parole, celle de Dieu, une parole qui se caractérise par les bonnes œuvres et l'amour du prochain. Le révérend pasteur Eric Aman a demandé aux nouveaux ordonnés à cultiver l'amour et la loyauté afin d'être de vrais disciples de Jésus-Christ. Propos soutenus par le parrain qui invite la promotion Vie Abondante à s'aimer la graine de l'unité et de la solidarité au sein de la population pour que la paix et la cohésion sociale règnent à jamais en Côte d'Ivoire. Au nom des étudiants, Octave Yapi a pris l'engagement de contribuer à la paix et à la réconciliation dans l'exercice de leur ministère.
Cette cérémonie d'ordination des pasteurs de l'Institut biblique et de théologie Vision Afrique de San Pedro a été rythmée par des témoignages et des dons à l'endroit du Seigneur. Restons dans le domaine religieux pour parler avec Pascal Koné et Serge Collia, de 20 ans, du père Emmanuel Savadogo au service de l'Évangile. La cérémonie a eu lieu à la paroisse Sainte-Thérèse de la commune de Marcory. La paroisse Sainte-Thérèse de Marcory, en fait, les fidèles la célèbrent les 20 ans de sacerdoce du père Emmanuel Savadogo. Cette messe d'action de grâce est un moment de joie pour les fidèles venus pour l'occasion. C'est une grande joie pour nous de fêter notre chef de famille, comme on l'appelle affectueusement. Nous sommes heureux de fêter ce jour-là avec lui parce que c'est un bon curé. Le curé Emmanuel Savadogo, c'est quelqu'un qui est dévoué, c'est quelqu'un qui est vraiment actif. Donc pour ces 20 ans-là, vraiment, on est vraiment content. Pendant ces 20 ans, je pense que Dieu a façonné l'homme comme il voulait. C'est vrai que ce n'est pas fini, mais nous espérons que Dieu achèvera ce qu'il a commencé en lui. Toute la reconnaissance vient à Dieu, mais également à toutes ces personnes que Dieu a mis sur son chemin. 20 ans au service de l'évangélisation, c'est l'occasion pour l'homme de Dieu de témoigner sa gratitude à son Créateur qui célèbre ses noces de porcelaine. Aujourd'hui, je célèbre 20 ans de sacerdoce et je voudrais avant tout dire merci à Dieu. Merci pour une telle grâce, merci pour un tel choix sur ma personne. Au bout de 20 ans, je me rends compte que j'ai plus reçu que je n'ai donné. C'est en 1994 que le père Emmanuel Savadogo a été ordonné prêtre des mains de Monseigneur Dakouri Tablé. L'église évangélique de Vie Nouvelle de Côte d'Ivoire a un nouveau pasteur. Son nom, Oni Pascal. Un culte d'action de grâce a été organisé pour confirmer l'homme de Dieu. Il a promis prêcher la bonne nouvelle. Grâce Kando. Le pasteur Oni Pascal fait désormais partie de l'effectif des pasteurs de l'église évangélique Vie Nouvelle de Côte d'Ivoire. Il a été consacré officiellement par les responsables de cette église. Venus de divers horizons pour cette cérémonie, les différents intervenants ont exhorté le nouveau pasteur de l'église évangélique Vie Nouvelle à être un serviteur à l'image de Jésus-Christ, tout en prônant des vertus de paix et d'amour. Ce culte d'action de grâce a été aussi l'occasion de prier pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Autre temps fort de cette célébration, la présentation des baptisés de l'église évangélique Vie Nouvelle. Refermons la page religion de cette édition avec les chrétiens de la mission évangélique internationale en Côte d'Ivoire. Ils ont organisé à Yamoussoukro 4 jours de prière et d'intercession pour la paix et la prospérité en Côte d'Ivoire. Charles Tatou, RTI Boaké. Durant 4 jours, les chrétiens de la mission évangélique internationale de Côte d'Ivoire ont prié pour la prospérité, la consolidation de la paix et la joie de vivre dans le pays. Les autorités administratives et politiques de Yamoussoukro ont salué l'action de la communauté chrétienne de la mission évangélique internationale. Selon les autorités locales, la prière des guides religieux contribue à la cohésion sociale, gage du développement. Quand il y a la paix, tout le monde peut se bagarrer aux préoccupations, tout le monde peut aller à l'église, tout le monde peut aller au travail, tout le monde peut réussir. Mais s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'évangile, il n'y a rien. Et je prie aussi que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. L'histoire des jeunes d'Esther est venue dans l'église d'Esther et la reine, c'est qu'il a fait pour sauver son peuple de telle manière et nous réunissons chaque année pour prier pour la paix. Là seulement, là où nous sommes, la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. Être une lumière, c'est apporter la paix, apporter la recherche, apporter l'intelligence, apporter tout ce qu'il faut pour la gloire de Dieu. C'est dans la joie et surtout avec l'espérance que Dieu va permettre le redécollage économique du pays que les participants se sont séparés.
Un mot de sport et c'est avec la jeunesse active pour la victoire du président de la République Alassane Ouattara à la prochaine élection présidentielle qui a organisé à Grand Bassam un tournoi de Maracana doté du trophée Marcel Amontano. On en parle avec Koulibaly Moussa et Chris Paterme. Samedi 27 septembre 2014, Carrefour Jeunesse du Grand Bassam, finale du tournoi de la réconciliation, doté du trophée Marcel Amontano, ministre d'État, directeur des cabinets du président de la République, Alassane Ouattara. Ce tournoi est organisé autour du thème de la réconciliation et de la cohésion, valeur chère au président de la République, toujours très soucieux et sensible aux préoccupations de la jeunesse, raison pour laquelle il y a un certain nombre d'initiatives fortes qui ont été prises déjà et il y en a d'autres à venir, donc inviter les jeunes à ne pas baisser les bras, à ne pas se décourager. Représentant le ministre Marcel Amontano, Jean-Louis Moulot, secrétaire national chargé du cadre de vie et de l'environnement au RDA, en présence des autorités politiques et coutumières du Grand Bassam, a donné le coup d'envoi de la finale de cette compétition de Maracana. Deux équipes se disputaient ce trophée, FC Patron en maillot noir et FC Vainqueur en maillot blanc. Pour la jeunesse active pour la victoire d'Alassane Ouattara, initiatrice de ce tournoi, le grand vainqueur est évidemment Alassane Ouattara pour ses actions en vue d'attirer la croissance et maintenir la cohésion sociale. On n'a pas besoin de donner ce coup de pouce à Alassane parce que ces actions qu'il a menées sur le terrain, c'est de la réalité. Ce n'est pas de la fiction, raison pour laquelle on se lève, nous les jeunes, pour pouvoir suivre Alassane Ouattara dans sa démarche. Au terme d'une partie très disputée et qui a vu la mobilisation des jeunes du Grand Bassam, c'est finalement FC Vainqueur qui a décroché le trophée Marcel Amontano après une séance de tir au but. Et nous sommes au magazine de ce dimanche 28 septembre 2014. Pour ce numéro, nous recevons le professeur Abdoulaye Ouattara. Il est agrégé de gestion. Il enseigne à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Il est spécialiste en marketing et en action commerciale. Cela va de pair. Oui, cela va de pair. Tout à fait. Avec vous, nous allons parler de la vie chère. Vous avez des propositions pour lutter justement contre la vie chère. Professeur, vous savez, la question de la vie chère en Côte d'Ivoire touche toutes les couches sociales. L'État de Côte d'Ivoire a donc décidé de lutter contre la vie chère. Objectif, mettre fin à la flambée des prix des produits de grande consommation. Nous allons en parler avec Asto Touré et Abou Sanogo. La corruption, le racket, la concurrence déloyale, la fluctuation des prix et la contrefaçon sont les mots qui minent l'économie ivoirienne. Conséquence, les prix s'envolent. Cette augmentation effrénée des prix des denrées alimentaires est une inquiétude pour la population. Cette situation serait due à la crise post-électorale qu'a connue la Côte d'Ivoire. Cependant, l'État ivoirien a décidé de lutter contre ce fléau. Il a décidé d'accentuer la lutte contre la fraude faite sur les produits de première nécessité, tels que le sucre, le lait, l'huile et les produits de grande consommation tels que le riz, jugés trop chers. Il entend aussi accroître la production du riz, qui passera d'1 million de tonnes actuellement à 3 millions d'ici à 2016. Concernant le secteur de la viande bovine et bétail, l'État suggère l'application du décret du 11 mars 1993 fixant les conditions d'exercice des professions touchant au commerce des denrées animales destinées à la consommation humaine. C'est aussi le lieu de rappeler que le gouvernement ivoirien, toujours dans le cadre de la lutte contre la vie chère, a procédé à une augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG qui est passé de 36 607 francs à 60 000 francs CFA. Ajoutez à cela le déblocage des salaires des fonctionnaires couplés avec une augmentation salariale depuis janvier 2014. En plus d'un prix rémunérateur aux producteurs de café et cacao, coton et anacarde afin de leur garantir une bonne condition de vie. Mais toutes ces mesures prises semblent ne pas avoir l'effet escompté sur ce mal pernicieux qu'est la cherté de la vie. L'on se demande alors comment peut-on lutter efficacement contre la vie chère en Côte d'Ivoire. Professeur, la question est posée, comment peut-on lutter contre la vie chère en Côte d'Ivoire? Oui, je voudrais d'abord commencer par définir, par dire ce que c'est que la vie chère. Allez-y. D'une manière générale, on dit que la vie est chère lorsque les consommateurs estiment que les prix de certains produits ont connu des hausses importantes et que ces consommateurs éprouvent des difficultés à acheter des biens de première nécessité, c'est-à-dire des produits de consommation courante
qui sont indispensables à leur vie quotidienne. Et on dit aussi que la vie est chère lorsque le consommateur estime qu'il ne dispose pas suffisamment de moyens, qu'il n'arrive pas à acheter les quantités de riz, les quantités de tomates, les quantités de poissons, les quantités d'huile qui sont indispensables pour préparer le repas de midi de toute une famille ou alors pour préparer le repas du soir de toute une famille. On dit aussi que la vie est chère lorsque le consommateur a des difficultés à payer son loyer, lorsqu'il a des difficultés pour épargner, lorsqu'il a des difficultés pour mettre donc de l'argent de côté pour pouvoir subvenir à certains besoins tels que les besoins de santé ou alors des besoins qui sont liés à des frais de scolarité qu'ils doivent donc subir. Alors, les populations ne peuvent pas scolariser leurs enfants, les populations ne peuvent pas manger à leur faim, ne serait-ce que les 2 repas, midi et soir, et puis pouvoir se soigner correctement quand ces populations sont malades. Alors, professeur, quelles sont les conséquences de la vie chère? Les conséquences de la vie chère sont multiples. Elles sont multiples, mais on pourrait éventuellement les situer à 2 niveaux. La conséquence la plus évidente est donc la dégradation des conditions de vie des populations. Et puis naturellement, lorsqu'il y a dégradation des conditions de vie des populations, certaines personnes n'arrivent pas à prendre correctement leurs 3 repas. Certaines personnes se limitent à un seul repas par jour. Il y en a qui ont du mal même à prendre un repas par jour. Et il y a aussi une autre conséquence de la vie chère, c'est donc le fait que certaines populations, certaines personnes sont obligées de s'endetter même pour acheter certains produits tels que l'huile, tels que la viande. Il y a des personnes qui s'endettent. Les produits de première nécessité qui s'endettent donc pour acheter de l'huile ou alors de la viande. Voici donc quelques conséquences de la vie chère. Alors, professeur, on va prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. C'est vrai, vous êtes spécialiste au niveau du continent africain. Mais est-ce qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on peut lutter contre la vie chère? Oui, absolument. On peut lutter contre la vie chère et on doit lutter contre la vie chère. Comment? Cela, c'est vraiment un impératif. Parce que nous avons tous intérêt à lutter contre la vie chère pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Si on peut lutter contre la vie chère, ça veut dire que vous avez des propositions, certainement. Oui, absolument. J'ai donc des propositions à faire. Et les propositions que je voudrais faire sont au nombre de 6. Et sans que cette liste ne soit exhaustive, je voudrais donc, sans que cette liste soit donc complète, je voudrais commencer par la toute première qui consiste qui porte sur l'organisation et le fonctionnement des structures existantes, les structures qui sont chargées de la lutte contre la vie chère. Il y en a déjà. Et donc, oui, il y en a déjà. Et donc, il serait intéressant, dans un premier temps, de revoir l'organisation de ces structures, parce que l'organisation est le point de départ. L'organisation, c'est aussi le fondement. C'est le fondement, c'est la base qui est indispensable à la réussite de toute activité. Ensuite, il est intéressant de revoir aussi le fonctionnement de ces structures, l'organisation de ces structures, parce que les objectifs qui sont assignés à ces structures ne sont pas encore atteints, d'autant plus qu'on entend encore souvent dire que la vie est chère en Côte d'Ivoire. Et il apparaît aussi intéressant de dire que le problème de la vie chère repose sur c'est un problème multidimensionnel, donc qui repose sur plusieurs dimensions. Sur plusieurs dimensions, c'est-à-dire sur plusieurs aspects, sur plusieurs composantes, des composantes telles que le transport, des composantes telles que les infrastructures économiques. Et donc, il serait intéressant, pour pouvoir donc lutter contre la vie chère, d'améliorer les structures existantes et de pouvoir intégrer dans ces structures ces principales composantes et de faire en sorte que ces structures, une fois prises en compte, lorsqu'on a pris en compte les composantes, qu'on puisse donc les rendre plus dynamiques, de manière à pouvoir affronter le défi majeur auquel nous sommes confrontés et qui est donc un défi de lutte contre la vie chère en Côte d'Ivoire. Et ensuite, seconde proposition, elle porte sur la planification et le fait donc d'établir des priorités. Pourquoi est-ce qu'il faut planifier? Il faut planifier parce que pour résoudre les problèmes de la lutte contre la vie chère, il existe une multitude d'activités, une multitude d'actions qu'il faut entreprendre. Et il serait intéressant de faire la planification, de faire en sorte que nous puissions, dans un premier temps, par exemple, après avoir fait la planification, établir des priorités. Par exemple,
On pourrait, par exemple, dans le cadre de la lutte contre la vie chère, se fixer une échéance d'une année et se dire que durant la première année, nous allons mettre l'accent sur les problèmes de production de logements économiques et sur les problèmes de production des vivriers. Parlant de logement économique, ça existe déjà. Oui, cela existe, mais il faudrait mettre l'accent dessus dans un premier temps. Et ça a commencé. Ça a commencé. Il faut donc accentuer durant une première période. Et puis ensuite, durant la seconde période, on mettra donc l'accent sur d'autres catégories de produits, sans pour autant, bien sûr, négliger les premières catégories sur lesquelles l'accent avait été mis durant la première période. Il faut poursuivre, par exemple, avec les logements sociaux. Oui, il faut donc poursuivre. D'accord. Ensuite, la troisième proposition, elle est relative au fait qu'il faut développer, il faut donc inciter à la création d'entreprises. Et pour cela, il convient de souligner que la proposition est justifiée par le fait que les sans-emploi constituent la catégorie socio-professionnelle sur laquelle la vie chère a le plus d'impact. Il faut donc se pencher sur leur cas. Et pour cela, il faudrait donc que l'information qui est diffusée et qui concerne la création d'emplois, les projets d'entreprise, et que cette information soit transmise de la manière la plus transparente possible. De plus, il serait intéressant de faire en sorte que les petites et moyennes entreprises qui contribuent à la création d'emplois puissent bénéficier d'exonération d'impôts, puissent donc bénéficier de réduction d'impôts pour les encourager à créer des entreprises, des emplois. La quatrième proposition est relative au développement et à l'encouragement à la production. Pourquoi encouragement à la production? Il serait souhaitable que les structures, les regroupements qui sont en place puissent produire à grande échelle, produire pour bénéficier des économies d'échelle. J'entends par économie d'échelle le fait donc de produire en grande quantité, parce que lorsqu'on produit en grande quantité, on fait baisser les coûts de production. Et lorsqu'on baisse les coûts de production, on peut fixer des prix de vente qui sont peu élevés. Et lorsque les prix de vente sont peu élevés, les produits deviennent moins chers pour le consommateur final. Et il faut que les consommateurs soient informés. Oui, il faut qu'ils soient informés de toutes cela. les régions de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils soient informés. Et puis en plus, une fois que les prix sont peu élevés, on arrive à conquérir le maximum de consommateurs. Ensuite, la cinquième proposition porte sur le fait qu'il faut identifier les principaux circuits de distribution. J'entends par circuit de distribution le chemin qui est suivi par un produit depuis sa sortie des lieux de production jusqu'à ce que le produit atteigne le consommateur final. Entre ces deux étapes, il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. Par exemple, lorsqu'on prend le cas du circuit du mouton, la plupart des moutons qui seront consommés bientôt pendant la fête de la Tabaski, qui sont donc importés. Et donc, dans ce circuit, il peut y avoir donc des facteurs de coût. Des facteurs de coût qui peuvent être situés, par exemple, au niveau même, en amont, au niveau de la négociation, parce qu'il faut d'abord négocier l'achat des prix de moutons pour les importer. Ensuite, il faut les transporter. Il peut y avoir aussi des goulots d'étranglement, des facteurs de coût au niveau donc du transport. Et surtout, il peut y avoir aussi de nombreux intermédiaires. Et s'il y a de nombreux intermédiaires, cela va donc alourdir les coûts. Et si cela alourdit les coûts, cela peut être un peu de dommage pour le consommateur final. La sixième proposition. Il serait aussi intéressant, pour ce qui est de la sixième proposition, de mettre en place un système d'information. Un système d'information multicanal qui reposerait essentiellement sur le SMS. Le SMS constitue aujourd'hui un puissant moyen de communication et qui peut être utilisé pour développer le commerce et pour surtout faire jouer la loi de l'offre et la demande et de permettre à des opérateurs économiques, à des vendeurs et à des acheteurs de se rencontrer. Par exemple, lorsque un vendeur qui est situé dans une ville, dans une commune comme Satamasogora, qui vend des ignames, souhaiterait rencontrer des acheteurs, ce dernier, une fois que ce système est mis en place, pourrait donc, grâce à ce système, savoir quels sont les acheteurs potentiels, où est-ce qu'ils sont situés, et donc cela lui permettrait de pouvoir effectuer des déplacements pour aller vendre ses produits au bon endroit et à moindre prix. Et donc ce système est d'autant plus intéressant qu'il permet de créer des utilités. Quand on crée des utilités, on crée de la valeur ajoutée. Et quand on crée de la valeur ajoutée, on dégage des gains supplémentaires, et lorsqu'on dégage des gains supplémentaires, on crée de la richesse. Et c'est la richesse qui permet donc aux consommateurs de pouvoir donc voir leur pouvoir d'achat augmenter et de pouvoir donc
effectuer beaucoup de courses, de pouvoir donc subvenir à plusieurs besoins. Le procès justement au niveau des SMS, il faudra tout canaliser parce qu'il y a quand même des risques pour des populations. Vous avez dit de Satama Sokoura, pour pouvoir informer les populations de Daoukro, de Ouélé, Tchébissou et autres, il faudra prendre oui, il faut dire qu'en ce moment, le SMS est très développé et donc il fonctionne dans plusieurs pays. Alors lorsque tout cela est mis en place, la population ivoirienne, le commun des Ivoiriens peut rêver, le commun des Ivoiriens peut espérer. Est-ce que vous avez un message d'espoir pour l'ensemble des Ivoiriens pour que les années à venir, l'on puisse espérer pouvoir vivre correctement dans ce pays? Oui, effectivement, j'ai un message d'espoir. Je pense qu'il y a de grands espoirs. De grands espoirs parce que le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara, a pris il n'y a pas de cela très longtemps des mesures. Il a donc procédé à l'augmentation des salaires de certaines catégories socio-professionnelles, de certains travailleurs. Il a aussi pris des mesures et procédé à l'augmentation des revenus de d'autres catégories socio-professionnelles. Et donc, de plus, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a réalisé en très peu de temps de nombreux investissements dans de nombreux domaines, dans des domaines tels que les infrastructures économiques pour l'amélioration des routes, pour l'amélioration des pistes, ce qui permet donc l'écoulement de certains produits, des produits vivriers, etc. Et donc, il y a de grands espoirs et surtout, il serait intéressant que les départements concernés par la lutte contre la vie chère puissent donc jouer leur partition, jouer leur rôle, faire en sorte de mettre en place des dispositifs simples pour faire baisser les prix et surtout pour effectuer des contrôles sur le terrain. Pour que les Ivoiriens puissent vivre et bien vivre, pour ce numéro du magazine des dimanches, nous recevions le professeur Abdoulaye Ouattara. Il est agrégé de gestion, il enseigne à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Il est spécialiste en marketing et en action commerciale. C'est la fin de ce magazine du dimanche, également la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI 1.